petit dans la maison des filles de Westminster Road. Les meubles, le jardin, le cuvier pour la lessive, la cuve pour la bière, l'escalier qui conduit aux chambres, les portes, et les fenêtres et les lits. Les parois sont si fines qu'on les défoncerait d'un coup de poing et qu'on entend tout ce qui se dit dans la pièce d'à côté. Les filles elles-mêmes sont menues, pas chétives. Des poupées de porcelaine à longs cheveux châtains. Leurs gros visiteurs craignent de les briser s'ils les serrent trop fort dans leurs doigts. Par peur d'être assassinés dans ces rues qui ne sont même pas pavées et où les cochers de fiacre ne s'aventurent qu'en sacrant, Belle et Barreau sont venus armés de poignards et de pistolets qu'ils déposent sur la table de nuit avant de se coucher. Le matin, les deux hommes sont toujours en vie. Ils sont si contents qu'ils y retournent le soir, après Covent Garden. Le contraste entre les demoiselles effrontées du foyer du théâtre et la décence des filles de Westminster Road les ravit. Ils apportent des viandes froides, des bouteilles de claret. Les filles n'ont jamais bu de real champagne. Elles applaudissent quand les bouchons sautent. Belle y va tous les soirs pendant son séjour à Londres. Il peut y être bonhomme et parler un mauvais anglais, si bien qu'il finit par se faire aimer. La fille pauvre chez laquelle je passais les soirées m'assurait qu'elle mangerait des pommes et ne me coûterait rien si je voulais l'emmener en France. En France. Aussi, je la surnomme Miss Appleby. Stendhal raconte ses parties de filles comme une visite au cabinet des fées. On y voit des ogres qu'attendrissent les minuscules princesses qu'ils s'apprêtaient à dévorer. Elles vivent seules dans une clairière au cœur de la forêt. Il suffit qu'un mortel frôle ces brimborions de dentelle et de pain d'épices pour qu'il se métamorphose en l'un des arbres du verger. Oui, mais qu'attend-on d'un héros de conte, sinon qu'il triomphe des sortilèges et des maléfices? Dans une maison du Cadran à Paris, après avoir bu du champagne frappé et du punch brûlant, Henri se retrouve seul dans un salon avec Alexandrine, une beauté de 17 ans, qui, allongée nue sur le lit, ressemble à la Vénus d'Urbino du Titien. Elle était douce, saine, timide, assez gaie, décente. Il commence par bavarder, il cherche la passion dans ses yeux, mais n'y voit que l'esprit et le feu de la jeunesse. Étonné de lui-même, il en perd ses moyens. Victime de ce vertige qu'il éprouve à Florence devant les tombeaux et les fresques de Santa Croce. Stendhal n'a jamais écrit que des contes. Dieu n'est plus, puisque la mère est morte. Les rêveries, les amours, les opéras, les romans, les voyages sont des rites propitiatoires destinés à ordonner un nouvel enchantement du monde. Lecteur de l'Arioste, Belle a souvent rêvé de posséder l'anneau d'Angélique qui lui aurait permis de se rendre invisible à volonté, de se promener à Paris incognito, déguisé en grand Allemand blond. Il le devient en écrivant, s'efface derrière le nom magique de Stendhal. En 1837,
Dans Mémoire d'un touriste, il formule 2 vœux. Que Dieu lui donne la santé et la faveur de l'oubli, et par conséquent, celle de la répétition qui ne lasse pas, celle de la surprise toujours renouvelée. Oublier tous les ans l'Italie pour pouvoir visiter avec une fraîcheur d'impression intacte Milan, Florence, Rome, Naples. Oublier tous les mois les 1001 nuits et Don Quichotte pour avoir en les relisant eu le plaisir d'une nouvelle découverte. Trois ans plus tard, il consigne une fabuleuse liste des privilèges qu'il aimerait se voir accordés par un dieu débonnaire, celui que, selon Montaigne, on se concilie avec de l'encens et des plumes colorées. Grâce au brevet que lui remet le Code, il peut à loisir accomplir des miracles, mais dont la portée est forcément limitée, non par modestie ou par conscience de la puérilité qui caractérise un mortel brigand des pouvoirs sans bornes, mais parce que rien n'est plus humain que l'imperfection, et qu'il tient à jouir en homme. Ainsi, il veut parler la langue de son choix, mais pendant 24 heures seulement, 100 fois par an. Il est maître dans tous les jeux de salon, whist, écarté, échecs, mais n'y gagne jamais plus de 100 francs. Il veut se transformer en animal, occuper 2 corps simultanément, rendre les femmes amoureuses de lui à la façon comme nous croyons qu'Héloïse le fit d'Abélard, ou simplement des amis tendres et dévoués. Changer un chien en une femme qui lui donnera le bras et aura de l'esprit. Deviner les pensées de ses interlocuteurs. Si un assassin lève un poignard sur lui, le criminel sera aussitôt terrassé par un accès de choléra aigu. Il pourra quant à lui tuer 10 êtres humains par an, mais aucun être auquel il aurait parlé. Il pourra même, 150 fois par an, obtenir qu'une telle personne oublie entièrement le privilégié. Sa mort sera indolore, par apoplexie. Il est 8 heures. Aucun navire n'est entré dans le port. Je viens de parcourir avec la longue vue le zénith et le nadir de l'horizon. Pas une voile en vue. Chaque matin, le consul de France scrute la mer pour tromper l'ennui. Il sait pourtant que les vapeurs n'arrivent pas avant midi. Mais soit qu'il aille fumer un cigare à sa fenêtre, soit qu'il aille promener jusqu'au bout de la digue, tous ses regards sont tournés vers l'ailleurs. Lui qui a tant voyagé, il reste, immobile vigie, à guetter l'arrivée des bateaux. Comme un héros légendaire cherchant dans le lointain la voile blanche ou noire qui décidera de son destin. À main droite, il distingue à 20 lieues l'île de Giglio, où mûrit le raisin dont il jette les grappes dans les vagues. Pour le reste, les murailles de l'arsenal, des toits rougeâtres, plats, des rues étroites et malpropres, les algues sur le rivage, des nuées de mouches bourdonnantes. Les vapeurs sardes français apportent le courrier, les journaux, le choléra morbus. Les navires napolitains ou toscans les remportent, rien ne reste à Civitavecchia. Mais Rimet, Ampère, Jussieu, Turguenieff, Dumas, Horace Vernet, le comte Gasparin, la jolie comtesse d'Aussonville sont retenus à dîner. Belle les met en garde, vous n'avez pas d'idée de l'état de barbarie sauvage de cette ville. Aussi, aucun ne s'attarde et tous s'enfuient à Rome au grand galop.
Sa société la plus familière est celle des 1200 forçats de la forteresse. Dans une Italie qui doit sa réputation à ses brigands, Gasparone est une autorité. C'est un homme d'esprit, d'une figure assez revenante, poursuivi pour 143 meurtres et l'enlèvement de 22 nonnes du couvent. Il reçoit dans sa prison les visiteurs de marque qui l'interrogent sur ses exploits. Bell y conduit ses amis. Sur 100 étrangers qui passent ici, dit-il, 50 veulent voir le célèbre brigand Gasparone. Et 4 ou 5, monsieur de Stendhal. Il aime les histoires de voleurs et d'assassins. Il voudrait que les plus fameux aient leur portrait dans la biographie universelle de Michaud. Il rédige une notice sur leurs gestes, comme d'autres écrivent, à l'intention des voyageurs, des itinéraires où sont signalés les monuments remarquables. Les noms de ces bandits, rien qu'en eux-mêmes, sont un roman. Maino della Spinetta, qui se faisait appeler l'empereur des Alpes. Francatrippa, qui commandait une troupe de farouches Siciliens. Cecchino, ainsi baptisé parce qu'il lui manquait un orteil. Fra Diavolo, ancien moine et ancien galérien, qui fut vaincu par le père de Victor Hugo et dont les exploits inspirèrent Aubert et Dumas. Barbone, que Bell tenta de rencontrer au château Saint-Ange. Mezzapinta, et tant d'autres, tous détrousseurs de grands chemins, égorgeurs féroces, mais dévots à la Vierge et bons chrétiens.